Média Sorare. Média Sorare. Le premier podcast francophone dédié à Sorare. Salut, c'est Mehdi, Magic Mehdi sur Sorare. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle édition, la 10e déjà du podcast Média Sorare. Comme à chaque fois, on va évidemment parler de l'univers Sorare avec un invité qui viendra nous partager toute son aventure sur Sorare au point d'avoir quitté son travail pour se lancer à 100% dans cet univers. Et chose nouvelle, je n'analyserai plus de galeries. Les auditeurs trouvaient que c'était un peu trop abstrait en audio et donc j'ai remplacé ça par un sujet d'actualité que je vais discuter avec mon invité. Alors lors de la précédente édition, j'ai pu accueillir Marie, alias Marie LBI pour Marie la Belge Imaginaire, qui était la première invitée au féminin de ce podcast et qui est venue nous parler de ses passions, dont sa passion pour la Pro League. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jordan, alias Job Zenente 23, qui fait partie du top 60 des managers Sorare et qui viendra nous parler donc de son aventure depuis ses débuts. Salut Jordan. Salut Mehdi. Écoute, je suis super content de pouvoir t'accueillir enfin à mon podcast. On en avait parlé il y a quelques mois quand on s'était rencontrés à Charleroi. On y reviendra peut-être lors du podcast. Écoute, t'es une figure assez connue dans la communauté francophone de Sorare, mais pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter brièvement ? Ouais, bien sûr. En tout cas, Mehdi, déjà un grand merci pour l'invitation. Sache que je me suis mis dans l'ambiance sur le trajet pour venir jusqu'à mon bureau en écoutant L'Enfer de Sorare de Tragic Mehdi. Donc je tiens à te féliciter pour cette chanson qui est exceptionnelle. Je sais pas si c'était le bon plan juste avant l'enregistrement, mais écoute, pourquoi pas, si ça te met dans un bon mood, c'est que c'est positif. Donc Mehdi, ouais, je m'appelle Jordan Bozonnet, donc plus connu sous le pseudo de Joe BZNT23 sur Sorare. Donc j'ai 26 ans et je suis à 100% focus sur Sorare depuis début octobre. Donc en fait, avant j'étais en CDI dans l'entreprise familiale tenue par mon père, une entreprise de propreté, et du coup j'étais en CDI depuis un peu plus d'un an. Et donc j'ai quitté le CDI pour me lancer dans l'aventure à 100%. Et donc avant ça, je suis journaliste sportif de formation. Donc j'ai fait aussi quelques expériences dans le milieu. Et voilà. Et c'était dans quel milieu exactement ? Enfin, le milieu sportif, tu vas me dire évidemment, mais je sais quoi, c'était presse écrite, télévisuel, un autre média ? Ouais, c'est ça, plus presse écrite. J'ai travaillé au Dauphiné Libéré, donc sur Chambéry, aussi sur Bourg-Saint-Maurice en Savoie. Ensuite, j'ai aussi travaillé avec Lucarne Opposée qui est un site internet, et ils font aussi un magazine d'actualité sur l'autre football, donc sur le continent américain, océanique, asiatique et africain. Voilà. Et voilà. Ok. Ouais, j'ai connu Lucarne Opposée quand je me suis lancé assez rapidement sur Sorare pour découvrir les championnats asiatiques et plus particulièrement le championnat coréen. Et pour terminer ta présentation, tu viens de quelle région en France ? Alors de Savoie. J'habite à côté de Chambéry. J'ai toujours vécu en Savoie, donc voilà, je suis toujours là et je m'y sens très bien. Ok. Écoute, on reviendra un peu plus tard justement sur le pas que tu as franchi en te lançant à 100% dans Sorare. Et justement, comment est-ce que tu as connu Sorare ? Alors j'ai connu Sorare début 2020 grâce à Tekoma que tu as eu en invité il y a un petit moment déjà. Monsieur analyste. C'est ça, et en fait donc Justin dans la vraie vie, surnommé Eden parce que c'est un grand fan de Eden Hazard. Et bien lui s'est inscrit au mois de décembre 2019 et donc il commençait à m'en parler un petit peu et moi je donnais pas suite parce que j'étais pas du tout dans le monde de la crypto-monnaie. Je voyais pas trop ce que je pouvais faire sur un jeu comme Sorare, mais il me relançait et au mois de mai j'ai craqué, donc je suis même retombé sur la conversation Messenger, donc c'était le 2 mai 2020, donc le jour où je me suis inscrit d'ailleurs. Il me dit rejoins Sorare, je lui réponds je suis à deux doigts de craquer, mais le fait qu'il n'y ait plus de match en ce moment me refroidit, parce qu'en fait c'était au début de la période Covid, donc confinement, et il m'a répondu quand les matchs vont reprendre, il y aura beaucoup plus de joueurs, c'est le moment pour se constituer une équipe. Et dans la foulée, il m'envoie une enchère qu'il a remportée de Jean Lucas. Et donc, j'ai dit, allez, je m'inscris, on verra bien ce que ça donne. Écoute, t'as bien fait de passer le pas, je pense. Et j'ignorais jusqu'à présent que Justin avait été fan de Eden Hazard. Si j'avais su, il l'a pas annoncé lors de l'enregistrement du podcast. Ah, il a pas tout dit alors. Je retournerai vers lui. Ah non, il a pas tout dit. Donc voilà. Lors de l'émission avec Marie, je vis dans la ville de Eden Hazard.
Oui, c'est ça, j'ai entendu. Et donc je fais que le remercier. Enfin, régulièrement, je lui dis franchement, sans toi, je me serais jamais lancé. Et donc un grand merci. Tu fais partie de mon aventure Sorare, tout simplement. Ouais, gros changement de vie. Et pour terminer ta présentation, quelles sont tes passions? Alors, passionné de football depuis toujours. C'est mon père qui m'a transmis cette passion, pardon. Lui, il est fan de la SSE, donc de la grande époque il est bien ton père, c'est un bon daron. de la grande époque de la SSE. Mais moi, j'ai grandi à la grande époque de l'OL. Du coup, les premiers matchs que j'ai regardés à la télé, c'était à la période de Lyon en Ligue des Champions. Voilà. Et puis, étant donné que Lyon n'est pas loin de Chambéry, 1 heure de route et on était au stade. Donc voilà pourquoi je suis devenu fan de l'OL. Donc voilà, fan de football. Donc j'ai aussi joué au football. Donc mon père était mon coach de foot. Donc voilà, donc j'ai grandi avec cette passion commune avec mon père. Et donc mis à part le foot, je suis aussi un grand passionné de voyage. Donc dès que j'en ai la possibilité, je pars à l'étranger pour découvrir le monde. Voilà, tout simplement. Et t'essayes d'allier voyage et foot? Et j'essaye. À chaque fois que je pars à l'étranger, j'essaye de faire une visite d'un stade ou d'aller voir un match. Je regarde toujours le calendrier des clubs qui jouent donc au moment où je pars dans ce pays. Et donc j'essaye de faire un maximum de stades, de matchs dans les pays où je vais. Ouais, et comme tu as fait, je sais plus exactement quand on s'était rencontrés, je crois que c'était au mois de novembre, mois de décembre, quand tu étais venu justement avec Justin Tekoma et Dom Randao en Belgique pour faire un petit tour de plusieurs matchs, un city trip spécial Pro League, et on s'était rencontrés lors du match Charleroi-Ostende. C'est ça. Qu'on a été voir ensemble, et là grand match. Ouais, tout à fait, grand match dans la neige avec un Morioka qui sort à la mi-temps, un peu déçu. Exceptionnel ça. Et ouais, franchement. Et là, tu reviens en fait de Séville. T'as été voir le derby sévillan. C'est ça, El Gran Derby. Un peu comment ça s'est passé. El Gran Derby grâce au La Liga Tickets. Donc en fait, c'était une weekly qui a eu lieu il y a plusieurs mois maintenant. Où en gros, le top 100 gagnait 2 cartes limited La Liga Tickets. Et en fait, une carte, ça vaut un ticket pour aller voir un match. Donc moi, malheureusement, je n'ai pas été dans le top 100 de cette weekly, mais dans la foulée, il y a des managers qui mettaient en vente leurs cartes. Donc je sais pas s'ils avaient eu écho de ce que ça pouvait permettre de faire. Donc moi, j'ai sauté sur l'occasion, j'en ai pris 2. J'ai pris Courtois La Liga Tickets et Marcelo La Liga Tickets. Donc c'est ce qui m'a permis de faire une demande du coup pour aller voir un match en Espagne. Donc en fait, j'ai fait une liste de matchs que je voulais voir. Donc il fallait qu'on propose une dizaine de matchs. Et donc Soar m'a répondu que le Gran Derby FC Séville Betis était une possibilité. Donc je me suis dit, au niveau de l'ambiance, c'est ce qui se fait de mieux en Espagne. Donc voilà, j'ai sauté sur l'occasion. Et en plus, ça m'a permis de voir Nabil Fekir, la légende. Donc voilà, c'était un réel plaisir. De l'OL, tout à fait. C'est ça, malgré le fait qu'il soit sorti à la mi-temps. J'ai pas vraiment de chance parce que j'étais allé à Porto aussi voir FC Porto Sporting. Vitinha, il est sorti à la 55e minute, je crois. Voilà, j'étais allé voir Charleroi au stand avec toi d'ailleurs, et Morioka qui sort à la mi-temps. Donc j'ai pas trop de chance quand je vais au stade. Vaut mieux que je reste chez moi devant la télé. Ouais, ou tu l'aimes pas dans tes équipes les plus fortes. Voilà. Et explique-nous un peu l'expérience, l'ambiance, parce que ça doit être quand même assez particulier d'aller voir un derby pareil qui est très très chaud. Les Sévillans sont un peuple espagnol très très chaud. Donc là, comment ça s'est déroulé dans le stade? Eh ben écoute, on y allait super tôt parce que bon, ce genre d'expérience, c'est pas tous les jours. Donc on est arrivé dans le stade peut-être 1 heure avant le coup d'envoi. Donc voilà, on a senti la ferveur monter au fil des minutes, et franchement une ambiance exceptionnelle. Tout le stade chante, que ce soit en virage, en latéral, et il y a beaucoup de femmes. Donc ça a quand même surpris beaucoup de femmes, et elles chantent toutes aussi. Donc exceptionnel. Et non, franchement, c'est vraiment le match à faire. Donc j'ai déjà fait un match au Camp Nou, à Mestalla à Valence, au Madrigal à Villarreal, et là franchement c'est une ambiance argentine, entre guillemets, à Séville. Et en plus, le stade ressemble à une arène. Je n'ai jamais été dans le stade, mais de l'extérieur, on dirait vraiment une arène. Et c'est vrai, quand tu dis beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants aussi. Aussi, ouais, aussi. Franchement, il y avait de tout, il y avait tout le monde. Donc non, franchement, superbe expérience, et à refaire à l'avenir pour un autre match peut-être au Benito Villamarín à l'avenir. J'aimerais bien voir un match au Betis, parce que moi je suis plus supporter du Betis que de Séville. J'aime pas trop l'FC Séville, mais bon, là pour l'ambiance, ça valait le coup. Exactement. Bon, avant de terminer, avant de passer au point suivant sur tes débuts sur Sorare, je vais quand même revenir sur ce que tu as dit avec ta passion qui a été transmise par ton père. Bon, explique-moi un peu comment il a réagi le jour où tu lui as dit, écoute, c'est bien les Verts, mais c'est une autre époque, et maintenant je suis pour Lyon. Écoute,
qu'il a réagi par rapport à ça? Je sais même pas. En fait, c'était vraiment, il était vraiment supporter des Verts à la grande époque. Après, au fil des années, il s'est un peu détaché de la SSE. Donc, il m'a jamais dit il faut être pour les Verts. Il m'a jamais dit il faut être pour telle équipe. Il m'a laissé faire mes choix comme je le voulais, comme il a toujours fait d'ailleurs. Donc voilà, il y a pas eu de problème, et même quand on regardait les derbies, il y a jamais eu de soucis. Ça a toujours été dans la bonne ambiance. On se taquine et puis voilà. Ok, donc c'est d'abord orienté football et la passion passe après. Et d'ailleurs, Mehdi, mon père qui est sur Sora. Hein. Allez, il a des joueurs de l'AS dans sa galerie, ou bien tu lui as dit écoute, non, c'est peut-être pas un bon plan? Non, je sais même pas non, je crois pas qu'il ait des joueurs de Saint-Etienne. Il s'est inscrit au mois de mars 2021, donc je lui ai dit qu'il fallait qu'il s'y mette. Je lui ai fait sa petite équipe, et maintenant il fait son taf en solo. Il m'envoie des messages régulièrement. Il est sur tous mes streams sur Twitch. Donc voilà, on partage cette même passion maintenant, et voilà, c'est exceptionnel. On avait vibré ensemble sur un but de Hulk à l'Atlético Mineiro il y a de ça quelques semaines. Non, franchement, c'est des moments sympas à partager avec le père. Ah ouais, vraiment, c'est super, parce que t'as vraiment le football physique, et puis même il te suit dans cette aventure fantasy. Ça doit être vraiment très très chouette à partager. Explique-moi un peu tes débuts dans Sorare. Donc tu dis que c'est grâce à Justin Tecoma que tu l'as découvert et que t'as sauté le pas en mai 2020. Et par quoi t'as commencé? Parce que pour le coup, Justin était déjà manager depuis quelques mois. Ouais, lui, ça faisait 5 mois, à peu près 5 mois, donc il avait déjà pas mal de cartes. Il avait d'ailleurs gagné une carte de Victor Osimhen grâce à un jeu Twitter de Sorare. Et d'ailleurs, Osimhen qui valait peut-être 100 € à l'époque. Donc je me suis dit, ah ouais, on peut gagner des cartes qui ont une valeur d'à peu près 100 €, ça peut être intéressant. Du coup, mes débuts sur Sorare, c'est de l'achat de cartes, voilà, de joueurs que je connaissais, genre Jordan Larsson du Spartak. Et après, je suis vite parti sur des joueurs que je connaissais moins, du style Théo Bongonda, Woodface, par exemple. Parce qu'en fait, au moment où je me suis lancé sur Sorare, il y avait pas de match, c'était la période du confinement. Donc Sorare avait mis en place des Game Week avec un tirage au sort sur les Game Week qui étaient passés depuis le début en fait du lancement de Sorare. Donc en fait, ils nous avaient donné accès à un fichier où on avait les scores moyens de tous les joueurs Sorare depuis le lancement de Sorare. Et du coup, c'est comme ça que j'ai acheté mes premières cartes, notamment avec Théo Bongonda qui était un des meilleurs scoreurs Sorare à l'époque. Et donc voilà, donc j'ai commencé à investir dans des petites cartes rares, et assez rapidement, je crois c'est Canales super rare, donc c'est ma première carte super rare, et je l'ai acheté le 28 mai. Donc en gros rapidement, même pas un mois après. Ouais, même pas un mois, je suis parti sur ma première carte super rare, et alors je sais même plus combien je l'ai acheté. Canales, je crois que c'était 140 €. Par là, et je me souviens, en fait, j'ai des souvenirs liés à Sorare assez exceptionnels. Genre Canales, je partais avec mon père, donc on allait nettoyer les vitres dans une maison sur Aix-les-Bains, et je me souviens, je négociais sur le Discord pendant le trajet pour Canales. Et une fois arrivé, donc juste avant de commencer le travail, le trade a été accepté. Donc voilà, j'ai ma première carte super rare. J'ai d'autres souvenirs comme ça, par exemple le pack de la Juventus avec Cristiano Ronaldo et Meridi Miral super rare. Et ce pack, je l'ai acheté, j'étais sur ma serviette à la plage en Corse, donc en plein milieu du mois d'août. J'ai fait l'enchère, et enfin j'ai des souvenirs comme ça liés à des cartes rares assez dingues. Et comment est-ce qu'il réagissait ton père? Parce que je présume, si j'ai bien compris, vous étiez à deux vers cette maison pour aller effectuer un service, et toi t'es en train de négocier, et c'est lui qui roulait alors. C'est ça, ouais, c'est ça. Et comment est-ce qu'il réagissait, et qu'est-ce qu'il comprenait à ce moment-là que t'étais t'es en train de négocier des cartes virtuelles? Ouais, après il comprenait peut-être pas trop pourquoi je faisais ça, et puis même moi franchement c'était un risque, ça date mai 2020, on savait pas trop ce que le jeu pouvait donner, et moi je suis assez aventurier dans l'âme, donc j'aime bien prendre des risques. Donc je me suis dit, ça reste des cartes de joueurs de foot en NFT, les NFT ça commence à monter, donc voilà, je prends le risque, on verra bien. Je joue avec de l'argent que j'ai de côté qui me sert pas dans la vie de tous les jours, donc si ça marche pas, tant pis, si ça marche, tant mieux. Tout à fait. Et tes risques ont bien payé, ta prise de risque a bien payé vraiment, parce que pour nos éditeurs qui n'ont jamais été voir ta galerie, tu as vraiment beaucoup de cartes, tu en as un peu moins de 250, ça vaut 185 Ethers aujourd'hui, qui vaut un peu plus d'1,5 million de dollars, donc clairement c'est une prise de risque, et prise de risque mesurée, puisque tu as vraiment fait attention
toucher à de l'argent que tu n'avais pas besoin. Ça, on le redit, ça concerne absolument tout investissement. Ce qu'on est prêt à investir, on est prêt aussi à le perdre. Et écoute, ça t'a bien souri. C'est vrai que te lancer si rapidement dans les super rares. Qu'est-ce qui t'avait vraiment poussé à attaquer assez rapidement les super rares? Parce que tu regardais au niveau des prize pools qu'il y avait un peu moins de concurrence, ou bien non, c'était plus l'aspect rareté qui t'attirait? Ah non, je regardais directement ce que je pouvais gagner, donc c'était par rapport au SO5, au prize pool, et je voyais, donc on était peu à l'époque, donc les places payées étaient pas nombreuses, mais elles étaient accessibles. Du coup, je me suis dit, en partant sur des cartes super rares plutôt bonnes, il y a moyen que le retour sur investissement soit rapide, donc c'était des risques à prendre, donc sur les cartes super rares, mais je savais au fond que le retour sur investissement il pouvait être rapide si je faisais les achats intelligemment et sans surpayer les cartes. Et les personnes, les managers avec qui tu négociais, c'était déjà pour beaucoup des managers qui sont connus, qui font partie du top 50 aujourd'hui, donc tu essaies de négocier avec eux en anglais. Comment ça se passait, les négociations? La plupart là c'était des Français, hein. Je vois ma première carte, la carte la plus ancienne que j'ai encore, c'est Jordan Larson, et je l'avais acheté à Benzaï 9,34€ le 17 mai 2020. Dans le même style, j'ai Théo Bongonza que j'avais acheté à Nuage FR, donc lui aussi c'était un Français, et j'en ai un autre en tête, Canales super rare que j'ai acheté à SR1, qui est un Breton, donc il est présent sur le Sorare Show. Donc voilà, il y avait déjà pas mal de Français à l'époque, hein, donc et sinon après ça se faisait en anglais, hein. Ça se faisait en anglais sur le Discord, notamment avec Marcus 123, je me souviens, qui avait beaucoup de cartes et qui voulait quitter le jeu, donc j'ai fait pas mal d'affaires avec lui à l'époque aussi. Ouais, t'as su profiter d'opportunités, et comme tu as cité Banzai, ouais, je l'ai eu aussi comme invité, qui nous avait expliqué un peu plus en détail ce système qu'avait mis en place Sorare lors du confinement. C'était vraiment très intéressant, ce système de tirage au sort et de fichiers Excel qui tenait avec la moyenne des points des différents joueurs, parce que Sorare Data à ce moment-là il y avait pas, ou il y avait très très peu. Très intéressant tout ça. Et alors, pour revenir à ce que tu avais dit au début, donc tu as quitté ton CDI mois de septembre pour te lancer à 100% dans l'aventure Sorare. Donc ça veut dire clairement tes objectifs, ça doit être de plus en plus performant, mais comment est-ce que tu vois ton évolution dans le jeu depuis justement depuis le moment que tu as quitté ton travail, ton travail hors Sorare, quels sont tes objectifs actuels et futurs? Objectif actuel, c'est toujours d'être performant dans le plus de divisions possible. C'est en fait ma stratégie de départ, je me suis pas attardé dessus, mais en fait, dès le début, j'avais en tête d'être le plus performant dans le plus de divisions possible. Donc vraiment d'acheter en quantité et en qualité. Donc en fait, je me suis donné un laps de temps de mai à décembre 2020 pour investir. Et après, je me suis dit, à partir de 2021, je mets plus un sou dans Sorare et je fais avec ce que j'ai. Et du coup, en fait, pendant ce laps de temps, de plusieurs mois, j'ai réussi à me construire quasiment toutes les équipes que je voulais. Dans toutes les régions possibles, et donc voilà, ça a plutôt bien marché, et donc maintenant je dirais que c'est toujours d'être le plus performant possible dans toutes les divisions, et à l'avenir, si j'ai les capacités financières, c'est d'être le plus performant possible aussi dans toutes les divisions uniques. Pour l'instant, j'ai pu me faire une All-Star unique là dernièrement, donc l'idéal ça serait d'être aussi dans les autres divisions uniques, mais là je pense qu'il va falloir beaucoup de temps, se montrer patient et pas partir dans de l'achat de cartes uniques moyennes, parce que ça servira à rien. Donc va falloir que tête baissée, quoi. Voilà, franchement c'est une division très compliquée où le niveau est vraiment élevé, donc faut pas y aller la fleur au fusil comme on dit, et vraiment bien travailler ça. Ouais, parce qu'il y a très très peu aussi de cartes gagnantes en division unique. C'est quoi, c'est 3 en moyenne, 3 prix en moyenne par... Et écoute, c'est le top 6, hein. C'est le top 6 en All-Star unique. Et là, avec le retour de toutes les régions, c'est le top 6. Donc en gros, de la 3e à la 6e place, c'est une tier 1 super rare. Et les deux premiers, c'est une star super rare. Donc voilà. Ça vaut le coup. Et il y a combien d'entrées pour le moment en moyenne? Il y en a une cinquantaine, mais disons que en équipe compétitive, il y en a 25
25-30. C'est pas si facile que ça, c'est vrai que... C'est pas facile, non. Mais bon, il suffit que tu fasses 1 ou 2 podiums sur l'année, t'es quand même très très bien. Après, il faut voir aussi combien tu as évidemment déboursé pour avoir cette belle carte unique. J'ai vu il y a pas si longtemps, tu as fait un gros trade avec Mamba. J'avais vu ça passer sur Twitter. C'était avec Bamba, je pense, hein, ou Bellama pour... Non, Bellama, ouais. Bellama pour l'unique de Mounienne. Ah, ça c'est des trades qui te font transpirer. Je te dis, croire, parce que t'as lâché du lourd pour avoir du très lourd évidemment en retour, mais. Alors on était sur du 30 000 euros en termes de valeur de trade, donc faut pas se louper. Donc voilà, l'avenir me dira si j'ai fait le bon choix ou pas. J'ai sorti 4 ETH en cash et le reste en carte. Donc je m'étais dit. Je ne veux pas mettre plus de 10K en cash sur une carte. Donc là, j'étais à peu près dans ce que je m'étais dit. Et donc, première fois que j'utilise Iker Muniain, il y a de ça 2 semaines, ou la semaine passée, je sais plus. Il m'a déjà fait gagner Carlos Soler, super rare, que j'ai revendu 5 000 euros. Donc, le retour sur investissement, il est déjà présent. Donc ça, c'est super cool. Mais voilà, ouais, franchement, là, je pars sur des trades à des valeurs un peu plus élevées qu'il y a quelques mois. Donc, faut pas se louper, bien réfléchir. Vraiment analyser les performances du joueur, son AA score, etc. Voir son contrat, quand est-ce qu'il se termine, voir s'il y a des rumeurs de transfert. Enfin vraiment checker tout ça parce que en fait la valeur elle peut vraiment varier rapidement si se passe quelque chose. Une fin de contrat dans peu de temps ou un transfert, des rumeurs de transfert à l'étranger, etc. Ça peut faire évoluer le prix. Ouais, et même très fortement. C'est vrai que après ce que tu me dis, t'es vraiment aussi un perfectionniste, un passionné perfectionniste. Avant d'attaquer le thème de prédilection justement, qui est entre autres le trading, pour revenir justement au fait que tu vis de Sorare. Donc comment est-ce que tu vis concrètement, sans être trop indiscret, pour justement, parce que tu dois dégager évidemment des revenus si tu en as plus. Est-ce que ce sont des revenus que tu vas dégager essentiellement de vente, échange de cartes, ou bien tu gardes vraiment, le produit de ta vente pour réinvestir, parce que tu es toujours dans une phase d'optimisation de ta galerie, comme tu l'as dit avant, ou bien il y a quand même une partie que tu sors, ou bien, je sais pas, je vois que tu streams énormément, il y a ta chaîne Twitch, est-ce que c'est là que tu retires une partie de ce que tu as besoin pour continuer à vivre? Alors j'ai plusieurs sources de revenus là, donc il y a Twitch depuis début octobre, mais ça reste des montants pas exceptionnels. J'ai eu mon premier virement je crois au mois de novembre d'une centaine d'euros, là le dernier d'un peu moins de 400 euros. Donc voilà, disons que ça me permet de payer la location de mon bureau où j'ai mon studio. Après la deuxième manière d'avoir des revenus, c'est grâce à l'affiliation Sorare. Donc j'ai pas beaucoup d'affiliés, mais les seuls que j'ai, c'est ils envoient du lourd aux enchères, donc en fait je prends 10% sur leurs achats, donc pendant un an, c'est bien ça. C'est ça, donc ça peut être intéressant, et donc ça permet d'avoir des revenus. Et donc il y a aussi Sorare, donc ce que je fais sur Sorare, déjà en général mes rewards, j'en vends quasiment 90% de ce que je gagne. Je garde vraiment ce qui peut m'apporter une plus-value dans mes équipes actuelles. Et encore là par exemple j'ai gagné Orkun Kokshu mardi, il aurait pu m'apporter une plus-value dans mon équipe. Tu ne l'avais pas encore Kokshu? Non, j'avais pas encore, mais il y a beaucoup de rumeurs de transferts à l'étranger. Là dernièrement, c'est Arsenal. Ouais. Et il a été formé au Feyenoord, donc ça fait déjà plusieurs années qu'il y est. Donc je me dis, ça pourrait être une possibilité qu'il parte cet été. Et franchement, s'il part à Arsenal ou même ailleurs, ça m'étonnerait qu'il soit aussi performant qu'actuellement. C'est donc voilà, très peu probable. Ouais. Et pour revenir à Kokshu, moi j'ai eu la même réflexion que toi. Je l'avais l'année passée. J'avais vraiment pas acheté pour un gros montant, je sais pas, peut-être 0,1 ou un truc comme ça. En fait, j'avais gardé, et comme toi, je suis assez perfectionniste aussi, je regarde toutes les news, et il y avait énormément de rumeurs qu'il envoyait en Angleterre, et j'avais regardé les premiers matchs amicaux de la saison, il y avait les matchs de qualification, l'Europa League également, avant que le championnat officiel de Feyenoord, de Eredivisie reprenne. Je voyais, il scorait, mais c'est pas génial, et puis finalement, j'ai décidé de le vendre parce qu'il y avait un peu trop de rumeurs, et bien mal m'en a pris. Ça, c'est un des flops de ma part. Bon, en même temps, c'était pour
pour acheter un joueur, et si j'ai bonne mémoire, grâce entre autres à sa vente, j'ai pu acheter Salah en rare, mais quand tu vois combien j'avais vendu, je crois que j'étais 0,3 ou un truc comme ça, et que maintenant il est quasiment à 2 Ethers. Ça fait partie aussi du jeu, t'as beau lire un maximum d'informations, il peut y avoir énormément de rumeurs, et puis après tu dis écoute, je vais tenter le coup, parfois ça marche, parfois ça marche un peu moins bien. Donc excuse-moi d'avoir fait cette petite intermède, mais voilà. Et donc au niveau de tes revenus, tu as dit Twitch, partie affiliation, et donc Sora aussi. N'améliore pas. Voilà. Là aussi tu retires. Donc si tu vends des joueurs, des rewards sur Sora, tu vas pas réinvestir 100% de la vente dans des nouveaux joueurs. Non, voilà, c'est ça. En général, je fais pas un retrait tous les mois, mais disons que je fais un retrait par trimestre, un gros retrait, histoire d'être tranquille pendant plusieurs mois. Et voilà, après je repars sur 2-3 mois d'investissement. Ensuite, je retire un peu, etc. En fait, je suis parti dans cette optique-là, et comme ça je dégage un peu de revenus liés à Sora. Mais j'essaye de réinvestir comme une grande partie, parce que en France, on est un des pays au monde où la taxation est la plus haute au niveau des crypto-monnaies, enfin sur la plus-value en crypto-monnaie. Donc en attendant que ça bouge, apparemment ça devrait bouger là 2023 au niveau de la taxation, parce que là actuellement on est à 30% sur la plus-value. Ouais, tout à fait. Donc voilà, enfin tu retires à 10 000 euros, faut mettre 3 000 euros de côté pour payer tes impôts. Pour l'instant voilà, je remets quand même pas mal dans Sora, je retire un petit peu, voilà, histoire de vivre tranquillement. Et voilà, à l'avenir, je retirerai peut-être un peu plus quand le taux d'imposition sera plus favorable, ou moins défavorable. Ouais, voilà, exact. Écoute, c'est bien. Comme ça, tu continues en fait à progresser de manière saine et bien réfléchie. Alors, ton thème de prédilection, t'en avais plusieurs. Tu m'avais dit, écoute, en numéro 1, c'est le SO5. Alors moi, j'ai une question d'abord par rapport justement à SO5 qui pourrait intéresser pas mal d'auditeurs. Comment est-ce que tu conçois tes line-up pour les Game Week ? Quel est ton ordre ? J'avais posé ça à Banzai et je trouvais ça intéressant son retour, et je voudrais également avoir le tien, comme tu es quand même un manager qui aligne un maximum d'équipes, savoir parmi toutes les super cartes que tu as, les super divisions sur lesquelles tu donnes vraiment ta priorité. Alors je commence toujours par la Champion Europe Pro, donc anciennement Champion Europe D3, parce qu'en fait c'est là où il y a le prize pool le plus intéressant. Champion Europe Pro, il y a des stars pour le top 11, voilà, donc Mbappé, Messi, Lewandowski, Kimmich, et j'en passe. Donc c'est là en gros où il y a les rewards avec la valeur la plus élevée possible. Donc voilà, vraiment je fais toutes les D3 en premier, en priorité, parce que là c'est là où il y a les meilleures récompenses. Et ensuite je pars sur les D2. Je pars sur les D2 avec les super rares. Sachant que les D2, si t'es pas dans le top 5-6, derrière c'est compliqué de pouvoir revendre tes cartes, notamment les T3 super rares. À chaque fois on en rigole quand j'en gagne sur mes streams, parce qu'en fait c'est du 0,1 maximum, donc ça vaut même pas disons que ça vaut même pas une T2 rare pour comparer, donc c'est clair. Ouais, c'est assez compliqué. Donc voilà, donc D3 en priorité, ensuite D2 et ensuite D4. Et maintenant la priorité de la priorité, ordre, c'est-à-dire Champion, tu vas d'abord commencer par Champion et puis après Champion tu fais quoi, U23 ? Je fais Champion Europe, ensuite U23 Pro, ensuite All-Star Pro, et ensuite je fais Challenger America et Asia. En fait la All-Star Pro c'est aussi ultra intéressant, parce que là il y a des stars rares pour le top 20, donc c'est ultra intéressant, et priorité en All-Star plutôt qu'en Challenger ou en Asia ou en America. Ouais, concernant par rapport à la valeur potentielle des rewards. Super. Alors, au niveau de ton SO5, tu viens d'atteindre ton 500e reward. C'est juste énorme. Et donc, focus sur évidemment sur fantasy. Puis alors le deuxième thème, et c'est celui-là que je voudrais qu'on creuse un peu, c'est justement par rapport au trade. T'en as parlé tout à l'heure, que tu négocies énormément. Est-ce que tu peux nous expliquer une méthodologie, une certaine méthodologie que tu as, ou bien le temps que tu passes aussi, parce que je présume que ça prend énormément de temps de pouvoir trader. Là, je donnais l'exemple de tout à l'heure avec Mounien qui était un méga trade. Comment est-ce que tu pratiques justement le trade sur
sur Sorare? En gros, c'est tout simple. Si un joueur qui m'intéresse, j'écris au manager sur le Discord. Donc tous les managers n'ont pas Discord d'ailleurs, et ça c'est quand même dommage. Donc, en général, j'envoie un petit message, j'envoie hi mate, et je dis interested in a trade for, et donc je mets le nom du joueur. Et donc voilà, après il me répond. S'il me dit qu'il pourrait être intéressé par un trade, moi je lui dis d'aller faire un tour dans ma galerie et de me faire une liste de joueurs qui pourraient l'intéresser dans ma galerie. Et comme ça, après il me fait la liste. Moi je regarde de mon côté si les joueurs qui me demandent sont vraiment importants dans mes équipes actuelles ou pas. Et voilà, après on part sur des négociations. Des fois c'est moi qui lui fais la liste des joueurs que je peux trader. Et donc voilà. Et donc notamment il y a des trades d'époque que j'ai préparé là, que j'ai ressorti, notamment mon Dani Palero super rare, une de mes plus anciennes cartes, en novembre 2020. J'avais tradé contre Cyriel Dessers super rare, Denis Bouanga super rare et Dani Palero rare. Donc, et Dani Palero à l'heure actuelle, c'est la carte qui m'a rapporté le plus de rewards, 29 rewards gagnés avec cette carte. Donc voilà, un des trades qui reste dans ma mémoire, parce que voilà, c'est une de mes meilleures cartes actuellement. Il y a un autre trade où là c'était en janvier 2021. Je voulais me constituer une équipe D2 Asia. Donc j'avais écrit à une personne sur Sorare qui avait pas mal de cartes Asia. Donc je me suis dit allez, je vais tenter un pack. Voilà, je vais lui dire je suis intéressé par tes 6 joueurs. Donc est-ce que tu serais vendeur? Et donc voilà, pareil, négociation. Je me souviens, je rentrais de Paris, donc j'étais allé voir justement Justin sur Paris, Tecoma, avec mes autres amis là-bas. Donc j'avais 3 heures de train. Je me suis dit allez, je vais bosser sur ma D2 Asia là en rentrant pendant le trajet. Et donc pendant 3 heures j'ai négo, et à la fin, arrivé à Chambéry, ça y est, j'avais mes 6 joueurs asiatiques. Donc dedans il y avait Langerak, Stanislav Ilutsenko, Osmar, Kiyotake, Shunta Tanaka et Wang Yunsu, donc les 6 en super rare. Et donc en échange, j'avais envoyé un peu moins de 2000 €, donc c'était 1,75 ETH à l'époque, avec Domagoj Bradaric super rare. Beau. Voilà, après plus récemment, il y a du trade, par exemple, j'ai envoyé Dodi Lukebakio contre Maxi Morales, donc ça en décembre 2021. Et le plus récent, et où je suis vraiment content, c'est j'ai envoyé Vormer super rare et Yuya Oki contre Lorenzo Insigne et Andrew Farrell. Ah oui, énorme. Ça, tu l'as fait récemment? Je l'ai fait récemment et... Tu sentais que ça chauffait pour Vormer? Et Vormer, il était sur le banc en fait. C'était le premier match qui passait sur le banc. Et Yuya Oki, du coup, j'avais suivi un peu les matchs amicaux de Kashima Antlers sur leur compte Twitter, parce qu'en fait, ailleurs, que ce soit sur Flashcore ou même SofaScore, il n'y avait pas les résultats des matchs amicaux. Et je voyais que c'était Kun Suntae, donc le gardien qui a 37 ans maintenant, qui jouait les matchs amicaux. Donc je me suis dit, ça pue pour Yuya Oki, j'en ai 2. Je vais me séparer d'un des 2. Et donc voilà, j'étais parti sur Lorenzo Insigne en échange, parce que je prépare son arrivée en MLS. Je pense qu'il peut devenir vraiment un des meilleurs scoreurs du jeu dans ce championnat. Ouais, je pense aussi. Vraiment, ça va être, je crois que ça va être vraiment violent dès qu'il aura fait le passage là-bas. Et puis il y a l'actualité aussi, il y a Herrera aussi qui va rejoindre la MLS, et ça peut aussi faire mal aussi. Je suis content parce que pour le coup j'avais acheté cette carte-là en pensant qu'il allait être tradé magnifique, et quitter l'Atlético Madrid l'été passé. Je dis tant pis, il est resté là, mais chaque fois quand il joue avec le Mexique, il fait quand même des beaux scores. Il a un très très beau AA, donc je pense qu'aux États-Unis il pourrait faire du beau. Et pour en revenir par rapport au trade, donc quand tu contactes un manager qui est un joueur qui t'intéresse, est-ce que d'office c'est une carte qui est mise en vente, ou bien tu contactes aussi des managers qui ont peut-être la même carte mais qui ne l'ont pas mise en vente? Oui, là je contacte de toutes sortes de managers, donc que ce soit des cartes mises en vente ou non, et même des fois c'est intéressant de contacter les cartes qui ne sont pas en vente, enfin les managers qui possèdent les cartes qui ne sont pas en vente, parce que c'est pas parce qu'ils ne les mettent pas en vente que elles sont pas à vendre, tout simplement. Si on propose un trade intéressant ou même un prix en cash intéressant, en général les managers ils sont quand même toujours ouverts aux propositions. Donc franchement, si j'ai un conseil à donner, c'est n'hésitez pas, même si la carte elle n'est pas en vente, écrivez au manager sur le Discord et tentez votre chance. Vous avez rien à perdre à part ce qui pourrait vous dire la carte n'est pas en vente par exemple. Ouais, voilà, tout à fait. Et aussi autre conseil au niveau des trades, là je prends l'exemple du championnat, enfin de mon trade avec les 6 cartes super rares asiatiques. Moi j'avais fait le trade mi-janvier, donc avec une reprise du championnat fin février. Donc là c'était un mois
un mois à l'avance. Et au niveau de Maxime Morales, là, contre mon Dodi Luque Bacchio, voilà, je m'y suis pris début décembre. Donc là, c'est 3 mois avant le retour du championnat. Donc ça, c'est ultra intéressant et ça vous permet d'avoir des prix accessibles. Parce que au moment de la fin du championnat et quand il y a une trêve de 2-3 mois, en général, les gens ont tendance à brader leurs cartes. Donc c'est vraiment des fenêtres à ne pas manquer et c'est à ces moments-là qu'il faut bosser ses équipes pour l'avenir. Ouais, tout à fait. Je te rejoins parfaitement parce que aussi les possesseurs de ces cartes-là, il y en a beaucoup, comme tu dis, ils bradent les prix ou bien ils sont vraiment très enclins à trader, surtout pour des joueurs évidemment qui sont en activité au moment du trade. Et c'est vrai que pour ça permet d'avoir, un certain avantage par rapport à une demande de trade ici. Si on est en plein début du championnat MLS, si on veut trader pour des gros joueurs, évidemment, là, on va payer le prix fort que si c'était il y a 2-3 mois. Et ton troisième point, tu avais dit que tu prends énormément d'infos sur tous les réseaux, ce qui est primordial ce soir. Combien de temps tu passes, tu penses, en moyenne par jour au niveau de la négociation et de la recherche d'informations sur des joueurs Sorare? Bon, il y a pas d'heure fixe par jour. Jamais calculé, mais disons que là, Sorare, maintenant c'est mon travail à temps plein et je passe même plus de 35 heures sur les réseaux, sur le jeu, sur Sorare Data, sur Twitter, sur Transfer Market, sur plein de sites différents pour vraiment avoir tous les éléments avant de faire un achat ou un trade. Donc ça, c'est ultra important et voilà, je passe beaucoup de temps et donc voilà, c'est vraiment un travail 100% focus sur le jeu et voilà. Dernière chose concernant les trades, quand il y a un manager qui te dit ah non, only Ether, only cash, comment est-ce que tu réagis? Tu dis bon, ok, tant pis, j'ai pas assez d'Ether, parce que tu m'avais dit tout à l'heure, si je me rappelle bien, que tu as une certaine limite. C'est quoi, l'équivalent de 10 000 € en cash? Ouais, c'est ça. À l'heure actuelle, je me dis, vaut mieux pas que je mette plus de 10K en cash, parce que ça fait quand même une grosse somme. C'est une barrière psychologique. Hein. Ouais, psychologique. Après, bon, elle peut augmenter à l'avenir selon ce que j'ai aussi en récompense. Mais j'essaye de mettre la barre à 10K et essayer de ne pas la dépasser. Voilà, c'est pour donc ça pour le trade. Donc si un manager qui te dit only cash et que ça dépasse cette barre-là et qu'il accepte pas un mix, par exemple, joueur Ether, voilà, tu laisses tomber, quoi. Ouais, 20K, là, je suis 15-20K, 15-20, 30K, je suis pas prêt à les mettre en cash, hein, tout de suite. À moins que ça soit un énorme coup à faire et que je pense que le retour sur investissement, il pourrait être assez rapide, etc. Mais franchement, là, actuellement, non, au niveau, il y a une barrière psychologique par rapport à ce montant. C'est pour ça, là, pour le trade de Mouniain, c'était du 30K. Je dis, bon, allez, je vais tenter un trade. J'ai du Diogo Costa qui vaut à peu près 17-18K. Je trouve que c'est beaucoup pour Diogo Costa. Donc, je me suis dit, il faut que j'utilise cette carte. Et donc, si déjà il est d'accord pour cette carte, ensuite, je peux en rajouter 2-3, un peu de cash, et ça pourrait le faire. Ce qui s'est passé, d'ailleurs, donc voilà, je suis très heureux. Écoute, moi, j'ai le même souci que toi. Enfin, souci, je sais pas si c'est un souci ou pas, mais j'ai aussi une barrière psychologique et avec un montant qui équivaut au tien. J'ai pas mal de discussions avec des amis managers, des gros managers, on va dire ça comme ça, qui eux, ça leur pose absolument aucun problème parce qu'ils regardent le retour sur investissement. J'ai dit ouais, c'est vrai, j'ai peut-être ce problème-là, c'est peut-être un défaut, mais j'ai aussi très difficile à mettre en cash. Par contre, en trade, j'ai absolument aucun problème, surtout quand ce sont des cartes que je mets sur la table que j'ai gagnées. Donc là, j'ai vraiment aucun problème, mais vraiment mettre une grosse somme en cash, j'ai comme toi, je bloque. Je me dis non. Bon, enfin bon, ça peut-être évoluer, même si ce qui me concerne, je suis pas certain. Écoute Jordan, c'était vraiment très intéressant. J'espère que il y a des managers qui pourront suivre tes exemples. De toute façon, je suis certain que tu en parles lors de tes streams aussi, de cette stratégie trade, etc. Changement dans mon podcast à partir de cette semaine-ci, à partir de cette émission, jusqu'à présent, les 9 premiers épisodes, parce que c'est déjà le 10e aujourd'hui, j'analysais des galeries et j'ai eu pas mal de retours de managers qui appréciaient beaucoup le podcast, qui me dit Mehdi, l'analyse galerie elle est bien, mais on a tendance à un peu zapper ce moment-là parce que c'est
vrai que c'est pas visuel pour le coup, que c'est peut-être beaucoup plus intéressant de le faire évidemment dans une vidéo en stream live ou pas, ou enregistré. Donc petite nouveauté, je vais retirer l'analyse galerie de Magic Mehdi par le traitement d'un ou plusieurs sujets d'actualité. Et là pour le premier sujet, c'est un sujet assez brûlant qui a un peu enflammé la toile et les différents réseaux sociaux cette semaine sur Sorare. C'est l'histoire de Blackpool. Alors Jordan, je sais pas si tu as suivi cette histoire-là, donc pour poser le cadre très très brièvement et te laisser la parole. Donc il y a Adodjidod, manager très connu sur Sorare, donc qui a arrêté en tant que manager. Il y a une grosse partie de ces cartes qui ont été distribuées à Inoue, aussi énorme manager, ainsi que Max, un autre très très gros manager. Et puis le reste des cartes ont été données. Mais après, je vais revenir un peu plus sur la manière dont ça a été donné à IB qui m'avait invité d'ailleurs, moi et Joe Bettman, il y a plusieurs mois lors de son podcast en anglais. Et donc, je sais pas si tu as suivi l'histoire, Jordan, comme tu étais à Séville. Du coup, pas trop, ouais, pas trop. Non, pas trop. J'arrive même pas à retrouver. Je sais que j'avais reçu une notification sur le Discord, mais j'arrive même pas à retrouver la notif, ce qu'ils avaient dit à ce propos-là. Donc, j'ai suivi ça de loin. J'ai vu qu'ils étaient banni de jouer les SO5, c'est ça? Ouais, temporairement, le temps qu'ils trouvent un peu une solution à ce problème-là. Alors c'est vrai que comme ce sont des anglophones, on en a énormément parlé. J'ai vu beaucoup de tweets qui en parlaient sur la toile et même sur YouTube également. Mais surtout du côté anglais, j'ai vu quelques réactions du côté francophone. Mais je me dis c'est peut-être un sujet qui intéresse pas mal de monde et j'aurais voulu quand même avoir ton avis. Donc le gros problème en fait, le truc qui a vraiment explosé et qui a mécontenté énormément de managers, principalement donc anglophone, c'est que quand Adodjidod en fait a quitté, donc il travaillait entre guillemets par Blackpool. Donc Blackpool, c'est ce fameux fonds d'investissement en NFT qui distribue des yields et des dividendes et qui touche à plusieurs jeux, dont Sorare et un autre qui est très connu, c'est Axie Infinity. Donc il y a des managers en fait qui gèrent des comptes et puis ensuite les meilleures cartes vont dans le pool et puis il y a un système de dividendes en fait qui est distribué aux possesseurs des tokens Blackpool. Et là en fait le premier truc qui était un peu spécial, c'est que en fait Adodjidod, quand il a remis ses cartes, les cartes n'ont pas été transférées en fait vers lui vers IB, vers le compte d'IB. En fait ce qui s'est passé, c'est que Blackpool, je sais pas qui, a modifié le nom du manager Adodjidod par IB et IB ensuite a clôturé son compte. Donc là il y a un problème par rapport aux terms and conditions, donc les règlements en fait de Sorare, dans le sens où le password ne peut pas être transféré. Et là pour le coup, c'est même plus encore qu'un transfert de password, c'est un transfert de compte. Et là évidemment, il y en a beaucoup qui suspectent d'avoir trouvé une solution pour éviter la perte d'XP, parce que si Adodjidod envoyait évidemment ses cartes sur le compte d'IB, l'XP en aurait pris un sacré coup. Donc là, il y a une modification en fait du détenteur du compte. Ça, c'est une première chose. Là, je voudrais déjà avoir ton avis par rapport à ça. Et déjà, c'est interdit. C'est une personne physique par compte. Donc là, dans ce que tu me dis, du coup, il y en a deux, avec Ibi qui est certes parti, mais non, c'est Adodjidod qui est parti et Ibi qui a pris son compte. Donc là, pour le coup, il y a deux personnes. Pas entièrement. Ouais, Donc si tu veux, c'est un peu le, entre guillemets, je vais pas dire le reste des cartes, parce que tout le monde rêverait d'avoir ce reste, entre guillemets, de cartes. Mais disons que les plus grosses cartes, elles sont parties vers Inoue et vers Max. Tu me fais rire quand tu dis Inoue. Moi, je l'appelle You'll Never Walk Alone. Je l'ai toujours appelé comme ça. Mais bon, si je dois chaque fois dire You Will Never Walk Alone, ça va être très très long. Inoue. Non, après pour en revenir à ce problème-là, je pense que Sorare a eu la bonne réaction. Voilà, temporairement banni des SO5. Je pense qu'ils doivent être en discussion avec eux pour essayer de trouver un arrangement et voilà, et pas que ça prenne des proportions trop importantes, parce que bon, ils ont quand même investi plusieurs centaines de milliers d'euros, mais après faut rester faire entre guillemets
et pas faire n'importe quoi. Donc tout à suivre. Je sais pas combien de temps il va être banni des SO5. Là, bon, en tout cas, Sorare est en train de faire une enquête, et en fait ce qui porte débat, je vais faire un peu l'avocat du diable, parce que j'ai vu aussi des arguments qui défendaient en fait le système de Blackpool, et je pense que il y a des points un peu partout. En fait, il y en a beaucoup qui les ont accusés d'avoir fait du multi-compte. Et en fait, si c'est pas vraiment du multi-compte, c'est plus une mutualisation de cartes. C'est-à-dire que les cartes sont redistribuées et équilibrées dans des comptes qui sont contrôlés par une seule entité, qui n'est pas une personne physique. Parce qu'il y a eu un message à un moment qui a été mis sur Discord par Max M en lui disant « Ah, attention, c'est Blackpool qui détient les cartes ». Pourtant, leur galerie, si je prends Adodjidot, si je prends même IB, Inoa et Max M, c'était des managers qui existaient déjà, qui avaient déjà une galerie avant la création de Blackpool. Pourtant, Max M avait mis sur Discord que voilà, toutes nos cartes sont détenues par Blackpool. Et là, si c'est le cas, effectivement, ça pose problème, parce que c'est finalement, alors 3 comptes, gérés par 3 managers, mais qui sont détenus tous par une seule entité, pardon. Donc là, c'est un problème. Alors, il y en a certains qui disent, ouais, mais il faudrait faire un KYC, comme sur des plateformes crypto et tout. Ouais, bon, KYC, après, tu peux demander, je sais pas, moi, à ta sœur, à ta grand-mère, de faire KYC. Ce système-là, je ne pense pas va résoudre ce problème. Là, je pense vraiment que la priorité de Sorare, c'est déjà de redéfinir leurs règles. Ça doit être plus clair aussi, et les sanctions en cas de transgression doivent aussi être plus claires. Et quand je dis ouais, j'ai envie de faire un peu l'avocat du diable, c'est dans le sens où on peut dire ouais, mais c'est un prêt. Et donc dans le cadre d'un prêt, je sais pas si tu fais ça de temps en temps, Jordan, des prêts à des managers ou à des amis. Moi, je le fais. On le faisait beaucoup avec mon groupe d'amis là. Tekoma, Dobrandao, Matzel MT, Raf113, on l'a beaucoup fait jusqu'au jour où ils enlèvent de l'XP s'il y a un prêt. Donc moi je trouve que l'XP c'est très très important sur Sorare dans les SO5, sachant que des fois le classement, tu peux gagner 5 places avec 1 point ou 2, et donc je trouve que l'XP est très très important, et donc je fais quasiment plus aucun prêt depuis ce moment-là. À part sur des cartes à la limite que je viens de gagner qui sont en plus 5, s'il y a un ami qui a besoin de cette carte pour cette game week, là je suis d'accord, mais sur les autres non. Donc après voilà, comme tu dis, ça pourrait poser un problème aussi peut-être à moyen terme, voire même à court terme, sur le prêt de joueurs entre managers alors. En fait c'est ça, c'est donc les gens qui défendent un peu la position de Blackpool, ils disent ouais mais ok, mais à petite échelle, à échelle je veux dire humaine, il y a aussi des prêts, et c'est vrai que ça se fait très régulièrement. Moi je suis sur un compte Discord, il y a un onglet, un channel exprès pour les prêts, et c'est vrai que après ça dépend d'un manager à l'autre. Il y en a qui sont d'accord de prêter même sans rien du tout, il y en a d'autres, moi je suis un peu plus dans ton cas, donc je regarde des XP, donc ça m'arrive de prêter, mais à partir du moment où je vois vraiment qu'il y a une équipe quand même solide sur le papier et qu'il y a moyen d'aller chercher quelque chose, ou sinon ça a pas de sens, surtout quand tu dis quand on vise vraiment les hautes places gagnantes au SO5, l'XP est quand même très 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 important. Donc il y a en fait cette corrélation, oui, mais est-ce que si jamais on interdit à Blackpool de faire ça, est-ce que les prêts pourront toujours être autorisés, et pourquoi un prêt de courte ou de longue durée? Parce que quand on regarde un peu le slogan de Sorare, c'est Own Your Game. Donc c'est voilà, tu prends possession de ton jeu, de tes cartes NFT, et finalement tu peux en faire ce que tu veux de tes cartes NFT. Si tu as envie de les vendre toutes à 0.1, c'est ton droit, tu les détiens. Maintenant, en dehors de ça, comme tu dis, le SO5, il faudrait vraiment avoir des règles un peu plus spécifiques pour le SO5, pour éviter justement ce système-là. Il y a eu un professeur Takers qui avait mis, qui avait rédigé un petit document qui expliquait un peu la situation, et il disait, voilà, les cartes, les super belles cartes uniques d'Adodjidot ont été distribuées de manière assez intelligente, d'après lui, je t'avoue que j'ai pas été voir en détail, à Max M et à IB, et à Inoa, pour justement être de plus en plus concurrentiel, parce qu'il y a beaucoup plus de concurrence évidemment maintenant en division A unique. Tu l'as dit tout à l'heure, il y a, je crois que tu m'avais dit, il y avait environ 25 teams qui sont vraiment
vraiment compétitive en D1 unique, et donc c'était un peu trop calculé la façon dont c'était partagé, surtout qu'il n'y avait pas vraiment une contrepartie. Il y avait l'exemple, par exemple, de la carte unique de Kevin De Bruyne qui a été échangée contre une carte unique d'un gardien remplaçant coréen. Donc c'était quand même des choses assez, assez flagrantes. Malheureusement, ils n'ont pas été très malins dans la transmission de ces cartes. Après, au niveau des poules, donc type Blackpool, moi je ne serais pas étonné à l'avenir d'en voir d'autres arriver sur Sorare. Hein. Parce que j'en parlais avec Benzaï notamment récemment, et lui il me disait qu'au poker, c'est déjà répandu. En gros, sur certains modes de jeu, notamment les expressos, je sais pas si vous connaissez. Système de stacking en fait. Voilà, c'est ça. Et donc pour l'instant, bon, il y en a une sur Sorare. Enfin, il y en a un de pool avec Blackpool. Moi, je serais pas étonné d'en voir d'autres à l'avenir. Hein. Non, moi non plus. Surtout que ça tient la route. Il y a déjà ça sur Axie. Moi, je connais quelqu'un qui m'avait contacté justement avec l'idée, pourquoi pas, de créer une DAO sur Sorare, mais qui avait quelque chose du style avec Axie, c'est-à-dire que cette personne n'est pas active sur Sorare de toute façon, mais il avait plusieurs entre guillemets managers Axie Infinity dans des pays asiatiques qui géraient un compte et avec qui il repartageait en fait le pourcentage des bénéfices. Donc je pense que ça va encore exister. Maintenant, comme solution, je pense que ça serait vraiment utile. De 1, c'est Sorare. Sorare doit vraiment mieux redéfinir le cadre et des règles bien précises au niveau du SO5. Et au niveau de Blackpool, moi ça me dérange pas du tout. Au contraire, c'est ce genre d'entité fait monter aussi, je trouve, le prix des cartes, parce que imagine, il y a tous ces managers là qui quittent du jour au lendemain, le marché va en pâtir, parce que c'est un peu ces managers là qui font le marché. Je sais pas ce que tu en penses, si t'es d'accord avec moi ou pas. Ouais, d'accord. Et d'accord avec toi. Je pense qu'une des solutions, c'est d'avoir, un compte Blackpool alors, mais un seul. C'est ça peut être géré par plusieurs managers, mais c'est un seul compte. S'ils veulent être à 3 dedans à gérer toute la galerie, c'est comme si je prends, un Pavel Trader. À mon avis, il est pas tout seul. C'est pas possible, sinon le mec il est insomniaque et c'est juste pas possible. Donc il doit être plusieurs, mais il y a un seul compte. Au moins les choses sont claires, et avec Blackpool, c'est soit il y a 3 managers mais qui sont indépendants, et alors il n'y a pas vraiment de relation avec une entité, ou bien ils vendent leurs cartes et Blackpool les paye comme il faut, ou bien c'est vraiment un seul compte qui est géré par plusieurs managers, et là ça serait, je pense, beaucoup plus clair pour tout le monde. Beaucoup plus clair et moins profitable pour eux, pour le coup, du coup. Parce que c'est vrai qu'on les voit souvent sur les podiums des différentes divisions. Donc c'est vrai que si Sorare leur demande justement d'avoir plus qu'une personne derrière un seul compte. Ah oui, les cartes magnifiques qui vont être en training, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ou bien qu'ils vont profiter peut-être à des managers comme toi qui cherchent à améliorer leur division unique. Voilà, pourquoi pas. Donc en attendant, je vais profiter du fait qu'ils soient pas là pour essayer de faire un top 6 en All-Star unique. Ça pourrait être magnifique. Mais bon, à suivre. Ouais, tout à fait. Écoute, voilà, on a abordé le premier sujet. C'était vraiment un sujet, et je suis vraiment curieux de voir la suite, et de voir aussi ce que Sorare va faire avec les fameux bots. Je sais pas ce que tu en penses, de ces fameux bots, parce que finalement c'est aussi profiter de failles quelque part. Ce qu'a fait semble avoir fait en tout cas Blackpool, c'est d'avoir profité de certaines failles dans les règlements. Qu'est-ce que tu penses toi de ces bots? Qu'est-ce que devrait faire Sorare par rapport à ce système qui a été mis en place? Les interdire. Quand je vois Bellona qui achète des cartes, bon après, Bellona qui achète des cartes pour quasiment rien par rapport à des misclics, donc des personnes qui mettent en vente leurs cartes et qui se trompent dans le prix. Après, c'est compliqué, je pense, pour Sorare de bannir ses comptes, parce que qu'est-ce qui prouve que c'est des bots, etc. J'en sais rien, je sais pas comment ils peuvent voir ça. Et puis surtout que maintenant, quand tu veux vendre ta carte, t'as quand même plusieurs warnings entre guillemets qui te disent attention, le prix il est plus bas que le marché. Enfin, il y a plusieurs sortes d'indications pour éviter de faire ces erreurs. Donc malheureusement, là c'est plutôt vraiment aux managers de faire attention à leur mise en vente de cartes, quoi. Ouais.
Apparemment, il y a quelqu'un qui m'a dit, qui est beaucoup plus spécialisé que moi au niveau technique, qu'il y aurait apparemment moyen de vérifier si ce sont des bots ou pas, via apparemment l'API ou quelque chose du genre. Mais c'est vrai que voilà, ils profitent d'erreurs. Je sais pas si t'es déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé 2-3 fois d'avoir une erreur, d'avoir une offre et soit le manager n'a pas mis la carte, la contrepartie après c'est question d'honnêteté. Hein. Si y en a qui vont se dire écoute, tant pis, c'est un jeu d'argent, t'as fait une erreur, tant pis pour ta gueule. Ça c'est la version dure. Puis la version light, il dit mais bon, c'est vrai que c'est un jeu, d'argent. Pour beaucoup, c'est des gros investissements aussi, mais en même temps, il faut rester fair play. Après, chacun fonctionne avec sa conscience. Mais ça t'est déjà arrivé entre guillemets de recevoir des offres qui te sont complètement favorables parce que le manager a fait une erreur en face? Moi, j'ai déjà reçu des offres du cash, genre 0,2, 0,3, et moi j'en vois rien. Donc bien sûr, je les refuse. Hein. J'en ai reçu 2-3 comme ça. Donc c'est refusé. Et puis faut vraiment faire attention. Hein. Faut vraiment faire attention à ce que vous faites. Ouais. Après, on sait se regarder dans la glace. Non, c'est clair. Donc, tu vas pas accepter 500 balles en cash, surtout que ça n'a aucun sens. Enfin, en fait, faut se mettre à la place de la personne de l'autre côté aussi et se dire que moi, j'aurais les boules qu'on accepte mon offre de 500 balles alors que j'ai demandé aucune carte en retour, quoi. Et que j'ai fait une erreur. C'est très problématique. C'est vrai qu'après, quand t'as la communauté qui vient te soutenir, nous, ça a déjà arrivé quelques fois dans le groupe Discord où un des membres n'avait pas fait attention, mais c'est vrai que là, c'est la force un peu du groupe, et on commence à bombarder le manager en question. Tu vas la lâcher maintenant. C'est clair. Mais c'est vrai que si on vérifie à 3, 4, 5 fois, et là, Sorare met de plus en plus des choses en place pour éviter évidemment de faire des erreurs. Après, ça peut toujours arriver, mais il faudrait que ça n'arrive pas. Ça, c'est une certitude. Jordan, on va attaquer le questionnaire rapide avec. Je vais commencer par ton joueur préféré. Alors, ton joueur préféré dans la vie réelle et sur Sorare, et la raison pour laquelle tu as choisi ce ou ces joueurs. Eh bien écoute, joueur préféré dans la vie, c'est Kabenwebe, Karim Benzema, et mon joueur préféré sur Sorare, c'est Kabenwebe, Benzema. Non, vraiment. Voix culte là. Vraiment, c'est Benzema parce que c'est l'Olympique Lyonnais de quand j'étais petit, la pépite du centre de formation. Et je me souviens son premier match de Ligue des Champions, j'étais à l'école primaire, c'était Lyon PSV Eindhoven. Il était entré en cours de jeu, il avait marqué d'ailleurs aussi. Donc voilà, Benzema. Et puis même par rapport à sa carrière, donc il est parti au Real Madrid pour 35 millions d'euros. Déjà à cette époque, quand il était parti au Real, j'étais à 2 doigts de pleurer. Enfin en plus le montant, franchement, pour l'époque c'est un super montant. Et après au Real Madrid, faire la carrière qu'il est en train de faire avec tous les attaques, avec tous les numéros 9 qui sont passés au Real, il a toujours réussi à garder sa place et à faire des stats. Et puis même au niveau du style de joueur, vraiment un attaquant complet, technique, qui est bon dans la finition. Voilà, vraiment mon joueur préféré, que ce soit dans la vraie vie ou même sur Sorare, parce que sur Sorare, du coup, je me le suis acheté dans un pack. C'était au mois de décembre 2020. Donc voilà, le 24 décembre 2020. Je l'ai acheté dans un pack, donc en super rare, pour un peu plus de 1000 euros, avec du Militao rare dedans. Et en fait, je m'étais dit, c'était le 24 décembre. Noël, ouais. C'était ça. Et en fait, j'avais même pas les sous sur Sorare. Je me suis dit, je sors la CB. Là, le pack de Benzema, je craque. Allez, je craque. Je craque. Et du coup, j'ai sorti la CB. Et 1002, franchement, j'étais étonné parce que je pensais vraiment que ça allait partir plus haut. D'ailleurs, je me souviens encore, j'avais partagé du coup mon achat sur la conversation avec mes amis. Et Dobrendao qui m'avait dit, mais attends, tu l'as eu à 1002 là, c'est complètement dingue. Et j'ai dit, bah écoute, Benzema, maintenant je vais le garder. C'est impossible que je puisse le vendre à l'avenir. J'ai déjà reçu pas mal d'offres pour lui, toujours refusé. Pour le coup, là, c'est vraiment une carte dans laquelle j'ai beaucoup d'affection. Et franchement, je me verrais pas la vendre et même pour n'importe quel montant. Après, sa retraite dans ta galerie, tu crois? C'est ça. Non, franchement, tu peux être sûr qu'il terminera sa carrière. Il sera toujours dans ma galerie, même dans 10 ans si Sorare est encore présent. Et ce qui est étonnant vraiment avec lui, c'est qu'il a pris en plus, tout le monde l'attendait au tournant, mais il a pris une autre dimension quand Cristiano a quitté le Real Madrid. Bah c'est ça, il a pris les rênes de l'équipe, capitaine. C'est lui qui fait le jeu. C'est vraiment le joueur c'est le titulaire sûr quoi. Devant, quand il est pas là, Benzema, devant ils ont du mal à se procurer des occasions et marquer des buts. Le Real Madrid.
Ouais, c'est vrai. Surtout quand Keden maintenant est sur le banc. Ouais, c'est ça. Ça fait un petit moment qu'il est sur le banc, le pauvre. Ouais. Vive-moi qu'il sorte de là. Alors, ton plus beau résultat sur, voilà, pour le coup, tu dois en avoir énormément, mais si tu devais en choisir un ou deux. Alors, plus beau résultat, franchement, c'est ma victoire donc en D2 de championne, donc c'était début 2021. Et donc cette victoire m'a fait gagner Lucas Hernandez, carte unique. Et donc là, pareil, je me souviens du moment où j'étais à l'ouverture du reward. Donc c'était la première carte unique que je gagnais, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque sur Sorare, les vainqueurs des divisions 2 de n'importe quelle région gagnaient une T2 unique. Ce qui a disparu depuis, et d'ailleurs j'en suis totalement effondré, parce que c'était quand même quelque chose de très spécial de pouvoir gagner une carte unique, hein, on se rend pas compte, mais tu ouvres, tu mets claim reward, tu cliques dessus et la carte unique qui apparaît. Franchement, c'est des frissons, c'est des souvenirs, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et donc je me souviens, j'ai reçu la notif results are in, c'est le petit mail Sorare. Ouais. Et je me souviens, j'étais dans une montée d'immeubles, donc je travaillais dans l'entreprise avec mon père. J'étais dans une montée d'immeuble avec mon balai espagnol, mon seau. Je reçois la notif, je sors mon portable, je clique sur ouvrir et là il y a Lucas Hernandez qui apparaît. Et c'était quelque chose d'exceptionnel. Tomber ton seau, ton balai. C'était quelque chose d'exceptionnel et franchement je me souviens, donc j'étais ultra heureux et direct dans ma tête je me suis dit merde, il est remplaçant, il jouait pas au Bayern à cette époque, donc je me suis dit je pourrais pas l'utiliser tout de suite. Donc j'étais un peu mitigé, mais je me suis dit international français, il joue au Bayern Munich, il n'a que 24 ans, donc je vais garder et il retrouvera une place de titulaire à l'avenir où il partira dans un autre club. Enfin c'est quand même un joueur de classe mondiale. Et je me souviens dans le pool des joueurs que je pouvais avoir, il y avait du Jessie Moulin unique par exemple. Donc je me suis dit pas le droit de me plaindre, même s'il est remplaçant, il joue pas tout de suite. Je prends mon temps, je me montre patient et il rapportera des récompenses à l'avenir. Et maintenant tu l'utilises où tu la mets où cette carte? Bah j'utilise en D1 unique ou bien en D2 Champ Pro? Et bah là c'est la première fois que j'ai utilisé en All-Star unique ce week-end. Voilà, avec c'était la première fois que je posais une équipe unique. Et sinon c'était en D2 hein, parce que de toute manière je peux pas le mettre en D3. D2 Champ Pro pardon, ouais, pas D2. Ouais, D2. D2 Champ Pro, ouais. D2 championne Europe ou D2 All-Star. En général, je le mettais même plus en D2 All-Star parce que pour la première place, on peut gagner une star super rare, ce qui n'est pas possible dans les autres D2. Donc voilà, je le posais dans ces équipes. Et d'ailleurs, l'équipe qui m'a fait gagner donc Lucas Hernandez. Au goal, j'avais Claudio Bravo super rare, j'avais Acerbi super rare que j'avais mis capitaine, j'avais Benjamin André super rare au milieu, avec Dani Palermo super rare, et en attaque, j'avais Nabil Fekir. C'était un Huesca Betis et Nabil Fekir, il marque où il fait une passe D, je sais plus, je crois qu'il fait une passe D à la 94e minute. Et je me souviens, j'ai glissé sur les genoux dans l'appartement, j'ai gueulé et tout, et ma copine était dans la chambre, elle dit mais il se passe quoi? J'ai couru dans la chambre, je lui dis je vais gagner une carte unique. Et non, franchement, c'est des souvenirs gravés. Donc même Claudio Bravo qui sort un super match, qui fait des arrêts de fou, qui tient le clean sheet, et Fekir dernière minute, passe D. Et non, franchement, c'était des émotions incroyables, et il y a que Sorare pour donner ce genre d'émotion. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Surtout avec autant d'équipes qui jouent en même temps. Donc c'est vraiment magique quand il y a un alignement comme ça de planètes. Et alors, un autre résultat aussi qui t'a marqué? Ouais, bah la première place en Championnat Europe D3. Et donc j'avais gagné Mbappé plus Acerbi super rare, parce qu'en fait ils envoyaient une star rare et une T3 super rare à l'époque sur Sorare. Et donc là pour la T3, donc c'était vraiment le haut du pool. J'ai eu le haut du pool, il était, je sais, peut-être qu'il revenait de blessure ou je sais pas ce qu'il foutait là, mais je me suis dit avec son L40, déjà à l'époque il avait un super scoring, je me suis dit Acerbi c'est la meilleure carte que je peux avoir. Mais je me souviens avoir été spoilé entre guillemets sur l'ouverture du reward, parce qu'en fait il y a mes amis, donc notamment Tekoma, il avait envoyé un message à Cécilia, ma copine, pour lui dire prends vidéo Joe quand il va ouvrir sa récompense. Donc je lui dis allez, je vais ouvrir, et là je vois elle commence à sortir le portable et à mettre une vidéo, à prendre en vidéo. Donc j'ai compris que j'allais taper du très très lourd, et donc voilà, il y a Mbappé qui est apparu, et c'est la carte rêvée quoi. C'est la carte rêvée, et c'est là où j'ai commencé à changer de dimension entre guillemets, parce que sur Twitter je recevais des offres de managers donc qui m'écrivaient même sur Twitter, je peux te proposer 15 000 €. Je dis
dis what, 15 000 euros, mais c'est complètement fou. J'ai dit mais comment on peut proposer un tel montant? Et j'étais là, j'ai longtemps hésité à le vendre, hein. Mais je me suis dit bon, je pense qu'il peut me rapporter pas mal aussi à l'avenir, ça reste une pépite, vainqueur de la Coupe du Monde, etc. On le présente plus, mais je me suis dit allez, je le garde, et puis peut-être qu'à l'avenir il vaudra encore un peu plus. Et puis non, franchement des souvenirs assez incroyables sur cette victoire là. Ah, tu gagnes des cartes comme ça, c'est typique c'est typiquement l'effet snowball par la suite, hein. Quand tu prends des joueurs pareils, évidemment tu sais que derrière tu vas pouvoir enfiler disons qu'il faut un peu moins de chance d'un alignement de planète, parce que ce sont des énormes scoreurs, même à Serbie comme tu dis, je pense juste à Serbie, Mbappé c'est juste magnifique, et Hernandez aussi, surtout quand Hernandez est en def central, quand là, pour le moment il joue à la place d'Alphonso Davies, c'est un peu plus, c'est un peu moins constant au niveau du scoring, c'est clair, mais quand il reprendra sa place, surtout que Sul va quitter, ça va être de nouveau monstrueux. Ouais. Et franchement, gagner 2 cartes, enfin c'est d'une pierre deux coups, et ça à l'époque, franchement tu termines premier, tu gagnes 2 cartes, c'est quand même exceptionnel, hein. Maintenant ce n'est plus le cas, mais Star, Rare et Top T3 SR, quand tu vois que je suis tombé sur du Acerbi, Acerbi m'a fait changer de dimension aussi, hein. Je le mettais dans mes D2 derrière, et il m'a fait gagner plein de cartes, hein. Bon, on a parlé du top, parlons du flop. T'as dû en avoir comme tout le monde. Alors, ton plus gros flop, ton plus gros coup de poisse. Alors, plus gros coup de poisse, bon, je vais pas me plaindre, mais c'est des petites histoires marrantes. Je pense notamment, j'avais fait un stack Club Bruges, donc en plus c'était un match-up ultra intéressant, ça remonte à plus d'1 an, hein. Donc voilà, j'avais du Mignolet, j'avais du Van Aken, j'avais Vormer, voilà. Donc il était dans le groupe, veille du match ou 2 jours avant, ils mettent le groupe. Donc voilà, je me dis allez c'est bon, je peux faire quelque chose. Je vois la compo de l'équipe, je vois Vormer, il est pas sur la feuille de match. Je me dis merde, qu'est-ce qui se passe? Et là le Club Bruges qui tweet dans la foulée, Vormer a des problèmes d'estomac, etc. Il peut pas se présenter sur la pelouse. Je dis bordel, il se chope une chiasse alors que j'avais une équipe monstrueuse sur le papier. Donc ça c'était un beau coup de poisse. Et d'ailleurs je me souviens mon ami Matt CLMT, donc Mathieu Clément, un très bon pote à moi, qui pareil il avait posé Vormer, et on s'écrivait sur Messenger en se disant mais là franchement c'est vraiment pas de chance du tout. C'est abusé. Qui se tape une gastro juste avant le match. Donc voilà, donc il y a ça. Ensuite en coup de poisse, mais là c'est de ma faute, j'ai vendu Van Aken, parce qu'en fait il était annoncé du côté de West Ham l'été dernier. Je sais même plus si c'est l'été dernier ou celui d'avant encore. En super rare ou en rare? Non, j'avais en rare, mais en fait c'était une des cartes qui avait le plus de valeur à l'époque dans ma galerie, hein. Je l'avais acheté 80 euros. Non, je l'ai vendu 80 euros parce qu'en fait il était annoncé à West Ham, mais vraiment avec insistance, il devait même signer dans les prochains jours. Donc j'y allais, je le vends 80 euros, tant pis. Et le pire, c'est que, donc du coup, en fin d'après-midi, donc quelques heures après ma vente, le Club Bruges qui tweet pour dire que Van Aken prolonge de 3 ou 4 saisons avec le Club Bruges. Et quand j'ai vu la notif du tweet, j'étais dégoûté. Mais j'ai ravalé ma fierté. Je suis retourné sur le secondaire et j'en ai acheté un à 140 euros. Donc x2 le prix que je venais de le vendre. Laisse tomber. Et du coup, je l'ai repris. Je dis tant pis, je le rachète x2, mais bon, tant pis. Là, je sais qu'il prolonge au club Bruges, donc tant pis. Je mets les sous et puis voilà. Ouais, et puis qui te sera surtout utile. Et c'est vrai qu'il est vraiment super utile. C'est ça. Il y a quelques émissions, on prenait l'exemple de Passe Vert. Bon là, pour le coup, Passe Vert, c'est pas de bol, mais ceux qui l'ont, moi je l'avais vendu, et puis parce que Stekelenburg allait revenir, Stekelenburg se blesse, mais j'ai dit bon je vais le racheter plus cher, mais bon il a tellement servi par la suite que finalement c'est de l'histoire oubliée. Et j'ai un troisième exemple de coup de poisse, les croisés, les ligaments croisés de Federico Chiesa, qui est une des cartes sur laquelle j'ai mis le plus d'argent, donc c'était pendant l'Euro super rare 2021 aussi. Ouais, super rare, donc j'avais mis 6K, et donc vraiment un très gros investissement. Et donc en fait il a enchaîné les blessures depuis que je l'ai acheté, et donc j'étais devant le match de la Juve quand il s'est fait les ligaments croisés. J'ai vu sa tête, j'ai vu son genou, je me suis dit ça y est. En général ça arrive à chaque manager Sorare, genre une très grosse blessure, les ligaments croisés ou quoi. Je dis allez, ça là c'est bon, je pense que c'est pour moi. Donc très dur cette blessure de Federico Chiesa, qui est un joueur que j'admire, que je trouve très fort, très talentueux. Et je peux mettre aussi dans la même case Jérémy Doku, que j'ai acheté au même moment pendant l'Euro 2021, et que je n'ai pas pu beaucoup utiliser parce que à chaque fois avec Rennes il revient, il se reblesse, il revient, il se reblesse, et ça
ça fait 3 fois là depuis le début de la saison. Donc là normalement il est de retour, il a joué quelques minutes le week-end dernier. Donc je croise les doigts pour que ça soit bon et que physiquement il tienne. Ouais, il peut donner la main à Ansu Fati qui est le joueur un peu fétiche de Marie. C'est ça. Ouais, j'ai entendu. Et Chiesa, c'est exactement, c'est ça un peu qui m'a inspiré dans ma magnifique chanson que t'as écoutée quand je parlais des croisés. Incroyable chanson. Dans le clip, ouais, exactement. Incroyable. C'est bientôt Stromae fait. Bientôt on devient au Energy Music Awards peut-être. Écoutez, on peut m'engager les endroits où il y a de la sécheresse, j'amènerai la pluie très facilement. Mais pour revenir à Chiesa, ouais, j'adore ce joueur aussi et ça m'a vraiment touché parce que comme toi, je regardais le match et en plus il venait de planter un but quelques minutes avant et là, j'étais dégoûté. C'est un de mes joueurs préférés dans la vraie vie. J'adore son caractère, c'est un vrai guerrier, il est rapide, il se bat comme un diable, c'est un joueur hyper talentueux. Et écoute, j'espère qu'il reviendra au meilleur niveau dans quelques mois. C'est clair. Alors, sinon, j'allais dire, je peux te parler de mes plus gros coups de chance aussi. Si c'est bon, encore autre. Vas-y, je t'en prie. Non, ouais, en plus grand coup de chance, là pour le coup, alors attends, parce que mes écrans se sont éteints. Alors, le but de Baudard, je sais pas si tu l'as vécu, si t'étais déjà sur Sorare, mais donc j'ai vécu le but de Baudard. Sûr, mais je me rappelle de son but, oui. Le but de Baudard, je l'avais posé dans une équipe U23 du coup, et en gros, j'étais pas dans les rewards, et donc en fait, déjà il était pas sur un clean sheet Baudard, parce que déjà Baudard et clean sheet ça va pas trop ensemble, et donc en gros, cette saison. En gros, il fallait une action décisive de Baudard pour être dans les places payées, et là il marque sur coup franc, dernière minute. En fait, il y a je sais plus qui tire le coup franc et il marque du pied. Donc là, pareil, explosion de joie, j'envoie un vocal sur la converse avec mes potes, je dis Baudard il a marqué, c'est complètement fou. Et donc quelques mois plus tard, Alisson qui marque de la tête sur corner, sur corner tiré par Trent Alexander-Arnold, et j'avais les deux. Donc là, vraiment énorme coup de chance. Le genre de choses qui arrive qu'une seule fois. Là pour le coup 2 fois, 2 gardiens qui marquent, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Voilà. Etienne Vassen qui est le gardien de Waalwijk aussi, qui a quelques journées, il a fait 2 assists en 3 matchs. Et je venais d'acheter sa carte signée, donc j'étais content. Tu m'étonnes. Incroyable. J'étais vraiment content. Alors, les onglets qui sont toujours ouverts ont interdiction de dire Sorare Data parce qu'on le sait. Donc, les 3 onglets que tu utilises toujours quand tu composes tes line-up ou pas. Alors, Flashcore, je suis toujours sur ce site en même temps. Transfer Market et Spotify. C'est-à-dire Spotify. C'est-à-dire pourquoi Spotify? Parce que dès que de la musique aussi en faisant tes line-up. Ouais, tout le temps, et même pas que mes line-up. En fait, je suis toujours musique, je me réveille le matin, je mets de la musique, dans la voiture, c'est musique à fond. J'arrive au bureau, je mets mes écouteurs, je lance Spotify, musique. En fait, je suis toujours en musique, donc voilà, dès que j'ai Sorare d'ouvert, j'ai Spotify d'ouvert. Ensuite, pour Transfer Market, c'est parce que ce site, il est indispensable pour tout manager Sorare. Vous rentrez le nom du joueur dans la barre de recherche, vous cliquez dessus, ça vous donne la durée de son contrat, donc jusqu'à quand son contrat court, ça vous donne plein d'infos, donc sa position, sa taille, s'il a été joueur international dans les divisions U23, enfin dans les genre U23, U20, etc. Ça donne beaucoup d'infos, aussi les montants des transferts, donc je trouve que c'est un site sur lequel il faut être quand on est sur Sorare. Et sinon Flashcore, parce que pour voir les match-up, voir les cotes, je regarde aussi beaucoup les cotes des matchs pour me donner l'idée de justement de la faisabilité des match-up, voir lesquels sont les plus intéressants, et aussi voir les prochaines journées. En fait, s'il y a une équipe qui joue samedi et aussi elle joue mardi, donc 3 ou 4 jours après, et ça peut me faire changer d'idée par rapport à ma composition de line-up. Je me dis là, il pourrait faire tourner ce week-end pour le match qui est plus important le mardi. Donc je regarde aussi le calendrier sur une semaine voire 2 semaines de chaque équipe. Ouais, excellent. Tes pépites à suivre? Alors je dirais pour faire un peu dans les joueurs un peu moins connus, je dirais Joel Shima Fujita, qui était au Tokushima Vortis et qui a signé cet hiver du coup, Yokohama Marinos. Donc voilà, jeune pépite. Il a quel âge? Il a 20 ans. Il a eu tout juste 20 ans là dernièrement. Donc voilà, une position un peu plus défensive, mais il se projette quand même pas mal. Joueur international, donc avec les U23 du Japon. Et en général, Yokohama Marinos, ils se trompent rarement dans leurs achats. Ils ont une équipe vraiment portée sur l'attaque. Ça tourne plutôt bien. Donc voilà, j'ai fait le pari Joel Shima
Fujita pendant le mercato. Donc voilà, pépite à suivre. Joël Shima en rare, en super rare. En super rare. J'ai pris en super rare. Ensuite, je dirais Santiago Castro du Vélez. Là en fait, je suis tombé. En fait, j'avais vu la carte aux enchères. Donc j'étais allé sur Twitter, j'avais tapé son nom dans la barre de recherche et j'avais regardé les tweets concernant ce joueur. J'étais allé sur YouTube aussi, j'étais allé voir des vidéos et de ce que j'ai pu voir, c'est il a du talent, donc c'est un attaquant qui marque pas mal de buts donc avec les équipes de jeunes du Vélez, qui a aussi été il est international dans les équipes de jeunes avec l'Argentine et là justement hier, il a joué en coupe avec donc l'équipe A du Vélez, il a marqué un but en fin de match. Donc voilà, 17 ans, il aura 18 au mois de septembre. Voilà, pépite à suivre aussi. En plus, c'est une carte rookie, donc c'est intéressant. Et troisième pépite à suivre, Zidane Serdemir du Bayer Leverkusen. Donc lui, je l'ai vu jouer en regardant le Bayer Leverkusen. Il est entré en jeu il y a de ça quelques matchs. Il avait joué une quinzaine de minutes, 15 ou 20 minutes. Et en fait, dans son toucher de balle, dès qu'il avait le ballon, il se passait quelque chose. Et des fois, tu ressens ça dans des joueurs qui sortent un peu de la banalité, qui ont quelque chose de spécial. Et j'ai ressenti ça avec Zidane Serdemir et du coup je l'ai pris en rookie card, donc en carte rare, et donc il vient d'avoir 17 ans et le Bayer Leverkusen a posé quand même 2,5 millions d'euros sur lui au Mercato 2021. C'est énorme pour un gamin de cet âge-là. Et il vient de Nord-Jylland et voilà, il fait déjà 1m82 à tout juste 17 ans, il est international avec le Danemark moins de 19 ans et je pense que ça peut être une pépite parce que franchement sur ses touchés de balle, sur ses passes, etc., je pense qu'il a quelque chose. Donc voilà, trois pépites pas trop connu, même si Joël Shima Fujita, on en a entendu parler là avec le retour de l'Asia. Santiago Castro, pas trop. Et Zidane Serdemir, un petit peu quand même, mais pas non plus des masses. Non, tout à fait. Moi, j'aime bien suivre aussi le Bayer Leverkusen et je l'ai vu jouer et je te rejoins parfaitement. Il a vraiment quelque chose de spécial, ce gamin. Et puis U23 jusque 2029. Voilà. Ça laisse venir. Fujita jusqu'en 2026 et Castro jusqu'en, je sais même plus jusqu'à quand, mais en fait c'est des paris vraiment long terme. Castro jusqu'en 2029 lui aussi. Ouais, ok, il y a le temps de voir venir, vraiment. Il y a le temps. Écoute, merci pour ces conseils, je vais faire des recherches sur les deux premiers, tiens. Et écoute, on arrive à la dernière partie qui sont la section questions-réponses de followers. Il y en a eu quand même pas mal, donc je vais commencer par la première de Takiamine Sorar. Ouais. Ça rejoint un peu une question que j'ai dit tout à l'heure, mais qu'est-ce qui t'a fait tout arrêter pour te mettre à fond sur Sorar et en faire ton métier? C'est un choix très courageux. Bon, t'as un peu répondu tout à l'heure, je sais pas si tu voulais encore ajouter quelque chose d'autre ou pas. Qu'est-ce qui m'a fait arrêter? Déjà c'est par rapport à ce que je pouvais sortir comme revenu de Sorar, donc j'aurais pas quitté mon travail si je savais que je pouvais pas tirer un salaire minimum en jouant à Sorar. Donc voilà, et puis je suis assez aventurier comme je te l'ai dit, donc je me suis dit allez, je lance aussi ma chaîne Twitch en même temps, ça pourrait m'ouvrir des portes, ça pourrait me rapporter aussi des revenus. Donc voilà, je prends le risque, je préfère prendre le risque et si ça marche pas, tant pis, au moins j'aurai pas de regrets, j'aurais tenté, ça marche pas, tant pis, ça peut arriver, hein, des échecs on en a tous. Donc voilà, c'est ce qui m'a fait prendre la décision de quitter mon travail, et puis aussi le fait que je sois soutenu, hein, mes parents étaient derrière moi, ma copine derrière moi, mes amis derrière moi, donc quand aussi on est soutenu, ça donne envie de tenter, et puis voilà. C'est clair que ça donne énormément de motivation et ça fait pousser des ailes. Question de Srico Sorar. Quels sont les prochains maillots de club joueurs que tu souhaiterais avoir? Donc c'est vrai que t'as une grosse collection. Je crois que j'ai une centaine de maillots. Hein. Ah oui, très grosse collection. J'ai une centaine de maillots, et même donc avant d'être sur Sorar et tout ça, je faisais de l'achat-revente sur. Donc j'étais déjà dans le trading sur Vinted. Donc en fait, j'étais tous les jours sur Vinted et donc j'actualisais les maillots qui étaient mis en vente. Et en fait, je suis tombé sur des pépites, des maillots anciens, genre Ronaldo Brésil 98, ASSE, je crois saison 78, tout ça. Donc voilà, je faisais de l'achat-revente sur Vinted, donc j'ai encore beaucoup de maillots parce que je me suis mis j'ai mis Vinted de côté pour l'instant, donc je garde mon stock de maillots, et donc au fur et à mesure, voilà, j'aime bien acheter des maillots de joueurs que j'ai sur Sorar, et notamment les joueurs que j'ai dans mon Hall of Fame. Donc Vitinha, j'ai son maillot. Mouniain, c'est mon ami Dobrendao qui me l'a offert parce qu'il était à San Mames il y a de ça une semaine et demie pour voir le match de Bilbao, donc il m'a pris un maillot de Mouniain. Benzema, j'ai plein de maillots de Benzema, et Lucas Hernandez, je l'ai eu à Noël offert par ma copine, et Fekir
Fekir, pareil Fekir, j'en ai ramené un du Betis. J'avais déjà un maillot de Fekir quand il était à l'Olympique Lyonnais. Et lequel est ton préféré? C'est Benzema? Ouais, Benzema, le maillot jaune fluo de Lyon de l'époque. Je sais pas si tu t'en souviens. C'était l'époque Ligue des Champions. Je l'ai toujours et d'ailleurs il est en déco dans mon studio Twitch. Ouais, et donc en fait le bureau dans lequel, enfin le studio dans lequel tu fais tes streams, c'est vraiment, tu l'as loué à part uniquement pour ça. C'est ça, uniquement pour ça. C'est magnifique. Parce que faut savoir que j'habite dans un petit patelin à côté de Chambéry et là où j'habite, il y a pas la fibre, donc et c'est tout juste, il y a la DSL, donc c'est impossible pour moi de travailler depuis chez moi. C'est pour ça que j'ai loué un bureau et je pense même d'ailleurs que c'est quand même mieux, parce que ça te fait sortir de chez toi, ça te fait aller au bureau comme tout le monde entre guillemets, donc ça c'est bien aussi au niveau mental de sortir de chez soi et d'avoir un lieu où travailler. En mode travail, quoi. C'est ça, ouais. Dernière question de Alan. Ne trouvez-vous pas que la communauté francophone est très présente sur Sorare? Quand je regarde les podiums, les enchères, etc., il y a toujours une grosse partie de pseudo-francophones. Personnellement, ça me freine à croire encore plus au projet. Qu'est-ce que tu en penses de cette, je vais pas dire affirmation? Je vois pas trop le problème par rapport à croire ou pas au projet. Ça veut dire que les francophones sont forts, quoi, c'est tout. Ah, c'est ça, tu penses? Non, en fait, il remarque qu'il y a effectivement énormément de managers francophones qui sont présents sur les podiums, sur les enchères aussi. C'est vrai que la communauté francophone est très présente, mais la communauté anglophone est aussi fort présente, peut-être un peu inférieure à la communauté francophone pour le moment, je sais pas. Ouais, non, je trouve pas que ce soit un frein. Après bon, Sorare c'est français, hein, donc c'est peut-être aussi pour ça que y a plus de français que d'autres nationalités sur le jeu. Mais faut pas voir ça comme un frein et puis rester positif et kiffer sa partie, quoi. Ouais, surtout quand tu vois qu'il y a de plus en plus, Sorare signe de plus en plus de licences. Là, il y a la Croatie, c'était aujourd'hui là, la Juke Split qui débarque, ouais. Donc le championnat croate va être couvert. Il y a de plus en plus de pseudo Sorare Croatia, il va apparaître à mon avis très prochainement et puis on attend incessamment sous peu la décision de la Première Ligue pour voir à qui vont attribuer le marché des NFT. Et là, si c'est Sorare, là on va avoir vraiment un gros débarquement d'anglais dans le jeu et évidemment ça va faire certainement effet snowball et sans compter justement le match Séville-Betis, j'avais suivi à la télé, il y avait des publicités Sorare autour du terrain. Ouais, bien sûr. Et voilà, ça reste encore assez discret. Ils n'ont pas encore envoyé le lourd plan marketing. Nicolas Juliet a dit qu'ils allaient le faire à partir du moment où l'expérience, que ça soit un peu plus user-friendly avec l'application. Donc on n'en est pas encore là, mais je pense que ça va continuer à s'étendre de plus en plus. Donc plutôt optimiste sur l'avenir de Sorare, et je présume que toi aussi. Ah, c'est clair. Et puis j'irais même, pour répondre à la question de l'auditeur, faudrait même plutôt être fier que ça soit les Français, enfin les francophones sur les meilleures places. Faut en être fier. Ça, je trouve ça cool, franchement. Ouais, c'est ça prouve qu'on est bon, quoi. Voilà. Et faut se lancer des fleurs de temps en temps. et tu disais la Juke Split, c'est le Dynamo Zagreb qui a rejoint. Dynamo Zagreb, c'est vrai. Ouais. Après, ça suivra peut-être la Juke Split dans les semaines à venir à suivre. Ouais, c'est parce que j'ai Ferro là. C'est ça. Qui est là. Je sais pas pourquoi j'ai dit à Juke Split. Je me dis je pourrais l'utiliser. Non, franchement, c'est une très bonne nouvelle, ça. Écoute, Jordan, on est arrivé à la fin de cette émission qui est, écoute, comme il y a 2 semaines avec Marie, c'est passé très très vite. Avant de clôturer, est-ce que tu aurais des conseils à donner à nos auditeurs? Ta carte blanche. Écoutez, moi, qu'est-ce que je pourrais vous dire comme conseil? Kiffez votre partie. Soyez toujours positif. Si ça se passe mal sur une Game Week, comme je le dis régulièrement en live Twitch, dites-vous que la Game Week d'après, ou celle dans 2 semaines, dans 3 semaines, etc., vous pouvez remettre votre équipe et pourquoi pas gagner une récompense. Voilà, donc restez positif, ne baissez pas les bras et surtout jouez avec de l'argent qui ne vous sert pas au quotidien. Donc voilà, pas être trop tendu par rapport à Sorare. On voit franchement de plus en plus de personnes être tendues. Je sais pas ce que t'en penses, Mehdi, sur les réseaux, notamment sur Twitter. Faites attention, voilà, jouez avec un budget avec lequel vous êtes bien, vous êtes tranquille. Et puis voilà.
Ouais, et puis je trouve aussi, pour compléter ce que tu dis, ils peuvent prendre exemple sur toi, dans le sens où tu essaies de progresser à ton rythme, tu as mis certaines barrières, tu évolues, j'ai l'impression vraiment de manière organique et graduelle, et c'est vraiment sain, et quel que soit le niveau du manager, qu'on soit avec des limited ou comme toi, avec quelques uniques, je pense que c'est vraiment la stratégie à adopter, pas s'exciter, sauf si y a un gars qui vient et qui met 1 million sur la table et qui dit écoutez, moi j'achète et je veux directement être compétitif, mais c'est vraiment exceptionnel de chez exceptionnel. Mais sinon c'est essayer de pas brûler les étapes, rester sur son plan, suivre son plan, c'est comme une stratégie d'investissement, c'est la même chose, et essayer de progresser à son rythme. Je pense que c'est le meilleur conseil pour ne pas se brûler les ailes et être dégoûté finalement. Exact, je te rejoins. Écoute Jordan, c'était un réel plaisir de pouvoir enfin t'accueillir sur le podcast, et j'espère que ça t'a plu. J'espère qu'on va continuer à discuter évidemment en dehors, et qui sait, peut-être sur Twitch, on verra bien. Déjà tu m'avais déjà invité une fois sur Twitch, j'ai un peu galéré là avec le partage d'écran, Discord, le son, etc. Mais c'était une expérience sympa, et ça m'a permis aussi de connaître ton Twitch quand j'ai un peu de temps. J'invite aussi les auditeurs à aller de temps en temps sur ton Twitch, c'est toujours intéressant, et t'as toujours une bonne humeur, et ça fait plaisir. Bien, merci beaucoup Mehdi pour l'invitation. Donc là je vais repartir, je vais ouvrir YouTube, et je vais me remettre l'enfer de Soar de Tragic Mehdi. Ok, en espérant que ça te porte pas la poisse, et pour le coup Morioka va revenir. J'ai vu ça. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Merci beaucoup Mehdi. Moi. Je t'en prie. À bientôt Jordan. Salut. Salut Mehdi. Salut. On remercie encore notre invité Jordan alias JobsNNT23. J'espère que cet 10e épisode du podcast vous a plu. N'oubliez pas de commenter et de nous faire des suggestions dans les commentaires du compte Twitter de Mediasorar, ou en allant directement sur le site de mediasorar.com, ou en me contactant, que ça soit sur Discord ou sur Twitter. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter des excellentes Game Week et des jolis rewards. C'était Magic Mehdi de mediasorar.com. Mediasorar, le premier podcast francophone dédié à Sorar.